Avant de débuter les tâches parallèles, avant que les élèves commencent à travailler les tâches parallèles, il y a comme 4 différents points importants qu'il faut s'assurer là, qui sont vraiment en œuvre pour que ça fonctionne bien. Le premier, ça serait, disons, comme tous les éléments qui sont nécessaires avant de débuter, là, comme il faut que tu regardes les ressources humaines qui sont disponibles. Vas-tu le faire seul ou vas-tu le faire avec d'autres personnes? Euh, les résolutions de problèmes sont-tu prêtes? Le cartable d'élèves, il faut qu'il soit prêt aussi. Fait que c'est tous ces petits à côté-là que ça prendrait. Comme deuxième point, il y aurait comme tout le côté pour que ça fonctionne bien, le bon déroulement, comme la structure. Il faut que les élèves, ça soit clair dans leur tête, c'est quoi qu'on s'attend d'eux. Il faut qu'il y ait des directives précises, des directives claires. Comme troisième étape, comme troisième phase, il y aurait les regroupements. Si on décide de faire du décloisonnement, c'est quel élève qu'on place avec qui? C'est-tu les C qui vont tout être ensemble, qui vont travailler ensemble? C'est-tu les A, c'est-tu les B? Ça fait que c'est important aussi. Puis, comme dernier point, c'est tous les autres facteurs là, pour que ça fonctionne bien. Là, tout, qu'est-ce qu'ils font quand ils ne comprennent pas? Qu'est-ce qu'ils font quand c'est corrigé? Ils ont-tu des couleurs à les placer? Ils ont-tu... Fait que tous ces petits à côté-là. Si on réfléchit aux éléments nécessaires pour que les tâches parallèles fonctionnent bien, il faut regarder, il va-t-il y avoir des ressources humaines qui vont être disponibles au moment où est-ce que les élèves vont travailler en tâches parallèles, ou est-ce qu'ils vont tout être ensemble dans la classe avec un seul enseignant? Il faut aussi regarder les RAS. Il faut en créer des résolutions de problèmes parce qu'ils sont pas toutes créées. On les retrouve pas là, dans des livres déjà toutes prêtes. Là. Fait qu'il faut regarder les RAS, il faut en créer des résolutions de problèmes qui touchent les RAS. La façon de les créer, souvent moi j'y allais, je trouvais une bonne résolution de problème qui touchait la majorité des élèves, que je considérais peut-être comme une tâche B, puis je la complexifiais pour aller rejoindre les élèves doués qui sont en tâche A. Puis pour les élèves C, soit que je la simplifiais ou que je diminuais les étapes si c'était trop complexe, ou je mettais des fois aussi des images, ou je plaçais des indices pour les aider. Ça fait que... puis ensuite, il faut que les élèves aient un profil aussi parce qu'on veut voir leur cheminement. Il faut qu'ils soient capables de voir ça fonctionne-tu pas, je suis dans la bonne résolution de problème ou je dois changer de niveau. Fait que ça, c'est des éléments essentiels. Le deuxième point, les structures pour assurer que ça fonctionne bien, les tâches parallèles, le bon déroulement, c'est peut-être préférable. Moi, je fais un modelage avec les élèves avant pour qu'ils s'attendent, là, c'est quoi une résolution de problème? Il faut que tu montes tes formules, il faut que tu montes tes étapes, il faut rien que tu oublies, ça fait qu'on fait du modelage. Puis après ça, ils l'essayent. Puis quand ils sont prêts, quand il y a un bon taux de réussite, là, on se lance. Ils ont leur cartable de résolution de problème, puis ils s'essayent par eux-mêmes. Ils ont aussi un genre d'affiche, de débrouillardise, où est-ce qu'ils ont des étapes. Si je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Je lis, je relis, je vais voir ma feuille de formule, j'essaie des choses. Ça fait qu'ils ont déjà ça a été expliqué dans l'enseignement explicite, là, quand on en a fait un ensemble. Ils ont aussi de l'aide, ils ont aussi des ressources humaines, comme les élèves avec des grands besoins. Ils ne seront jamais tout seuls en résolution de problèmes. Ils vont avoir un adulte, ils vont être accompagnés, puis ils peuvent s'aider aussi entre eux. Là. Ils sont entre amis, puis ils peuvent s'aider. Puis ils ont des directives claires aussi. Ils peuvent pas, dans une période de 40 minutes, habituellement, ils peuvent en faire un bon 3 à 4 résolutions de problèmes. Là. C'est un niveau qu'il faut qu'ils se fixent. Là. Ils ne peuvent pas juste en faire un, puis ils ont fini, puis ils se croisent les bras, puis ils ne travaillent plus. Là. Non, non, non. Tu peux en faire au moins un bon 4, là, dépendamment de ton rythme, c'est sûr. Là. Troisième point par rapport au regroupement. Euh, les élèves, pour savoir s'ils sont en résolution de problème A ou B ou C, c'est un peu eux autres, puis moi aussi, qui décidons là, où est-ce qu'ils se placent. C'est au début de l'année, quand on a fait le modelage, quand ils se sont essayés, ils ont réalisé, là, oh, moi j'ai de la difficulté, ou oh, non, moi je trouvais ça facile. Fait que si tu trouvais ça facile, essaye-toi avec le A. Si tu avais de la difficulté, essaye-toi avec le B, quitte à changer après. Ils peuvent changer au courant de l'année la résolution de problème qu'ils font, le niveau qu'ils ont choisi. Là, ça se change. Euh,
pour le décloisonnement, au tout début des tâches parallèles, j'avais tendance à placer là, les élèves du niveau C tout ensemble, les élèves du niveau B tout ensemble, les élèves du niveau C, du niveau A tout ensemble. Les A, ça fonctionnait super bien, ils étaient motivés, les B, quand même assez bien. Les C, ils ont besoin de plus d'aide. Ça fait qu'ils ne cheminaient pas tellement, là. Puis, ils étaient tellement avec des grands besoins que la personne qui était avec eux autres, la ressource humaine qui était avec eux autres, ne réussissait pas à les aider comme qu'ils avaient besoin d'avoir de l'aide. Ça fait que c'était plus ou moins efficace. Présentement, ce que je fais, je mélange des A, B, C dans un groupe, des A, B, C dans un autre groupe, en tout cas dans plusieurs regroupements. Puis la personne qui les accompagne, on les connaît, on sait c'est qui l'élève ciblé qui a des plus grands besoins. Fait qu'en ayant des A qui sont autonomes dans le groupe, en ayant des B qui sont quand même assez autonomes, on a plus de temps à consacrer aux élèves C pour mieux les accompagner puis les faire cheminer selon les besoins. Ensuite, on est en train de travailler en résolution de problèmes, on fait des tâches parallèles, puis on est décloisonné en plus. On est 3 différents groupes. Il y a un groupe ici, il y a un groupe avec Mme Julie dans le local juste à côté, puis un autre groupe avec Mme Judy parce qu'on a les services intégrés aujourd'hui. Ça fait qu'on est 3 intervenants pour aider les élèves. Dans mon groupe, j'en ai qui sont pas tous au même niveau de tâches parallèles. Il y en a qui sont en B, il y en a qui sont en C. Dans les autres groupes aussi, j'en ai qui sont en A, j'en ai qui sont en B, j'en ai qui sont en C. Ça fait qu'on est allé de façon plus hétérogène. Le niveau A, c'est un niveau vraiment plus complexe. Pour amener les élèves au-delà, c'est des tâches vraiment très difficiles. Le niveau B, c'est plus un tâche moyen de tâches. C'est plus un niveau moyen de tâches parallèles, de résolution de problèmes, mais c'est quand même difficile. Comme tout de suite, j'ai plusieurs élèves qui sont en B, puis ils se questionnent, puis ils ont des défis, puis ils s'aident, on s'aide ensemble, puis on fait des erreurs, puis on apprend avec nos erreurs pour nous amener à aller plus loin. Puis le niveau C, c'est quand même difficile aussi, mais il y a plus d'aide, il y a plus d'indices pour le niveau C. Et le quatrième point, les autres facteurs importants qui assurent le succès de cette démarche-là, les tâches parallèles, c'est toute la question de rencontre, là, pour qu'on ait des attentes qui sont toutes les mêmes au niveau des personnes qui travaillent avec ces élèves-là. Ça fait qu'on se rencontre, puis il faut vraiment qu'on soit d'accord sur, OK, qu'est-ce que ça prend pour que l'élève la réussisse, sa tâche parallèle, sa résolution de problème, là? Comment est-ce qu'on... Puis on a une grille aussi, puis on suit toute la même grille pour savoir combien de points qu'on lui donne sur sa résolution de problème. C'est un 4 sur 6, c'est un 6 sur 6, puis cette grille-là, on l'a du district, là, c'est la grille de mathématiques, là. Après ça, les élèves aussi doivent savoir pourquoi j'ai eu un 4 points, pourquoi je n'ai pas eu un 6 points. Fait que pour eux autres aussi, il faut que ça soit clair. Puis, sa résolution de problème, il l'a retravaillé tant aussi longtemps qu'il n'a pas eu son 6 sur 6. T'en fais une, tu as eu 4 sur 6, c'est pas terminé, là. Elle est encore dans ton duotang, on ne l'enlève pas. Elle est là tant et aussi longtemps que tu n'as pas ton 6 sur 6. Si tu ne la comprends pas, ben, va chercher de l'aide, demande à tes amis, demande à la personne ressource qui est avec toi cette journée-là. Il y a aussi tout le suivi qu'on apporte aux élèves. On est en petit groupe, ça fait souvent on verbalise avec lui, là, il va nous expliquer sa démarche, puis là on s'aperçoit, oh c'est là que tu es bloqué, c'est là que tu ne comprends pas le reste de la résolution de problème. Ça fait que c'est en verbalisant là, qu'on réussit à l'aider. On a un autre groupe hétérogène, puis on l'aide de l'assistante de l'enseignante ressource cette fois-ci, puis c'est encore un groupe hétérogène. Certains travaillent des tâches A, des tâches B, des tâches C. Puis les autres aussi, là, ils trouvent ça difficile, puis ça les amène à aller plus loin en résolution de problème. Résolution de problème, ça a commencé, premièrement, il n'y en avait pas beaucoup dans nos manuels, la résolution de problème. Il y en avait quelques-uns. Puis, on trouvait que celles qu'il y avait dans nos manuels, ben, c'était trop relié à ce qu'on apprenait tout de suite. Ça fait que l'élève avait moins de transferts à faire. Il savait, oh, on apprend théorème de Pythagore, ben, c'est une résolution de problème qui a rapport avec théorème de Pythagore. Ça fait tranquillement, pas vite, on en a construit des résolutions de problèmes. Deuxième petit défi qui est arrivé, nos résolutions de problèmes touchaient quelques élèves parce qu'il y en a que c'était beaucoup trop facile, il y en a que c'était beaucoup trop compliqué. Donc, ça touchait seulement la même clientèle. C'est un défi pour la même clientèle d'élèves. Ça fait que là, tranquillement, pas vite, ben, on a commencé à en construire des tâches parallèles. Ça fait qu'avec différents degrés. Fait que là, tout de suite, nos élèves doués, leurs besoins sont comblés parce qu'ils atteignent un défi. Nos élèves moyens atteignent un défi aussi, ça fait que leurs besoins sont comblés. Puis nos élèves en difficulté aussi, ça fait que leurs besoins sont comblés parce qu'ils atteignent un défi aussi. L'attitude est beaucoup plus positive aussi. Parce qu'au début, là, je remarquais qu'il y avait une attitude plus négative. C'était « Ah non, pas de la résolution de problème.
aujourd'hui. Mais depuis que les tâches parallèles, depuis qu'on les fait, l'attitude est plus positive. Je ne vois plus le commentaire de « Oh non, pas de résolution de problème aujourd'hui », parce qu'ils sentent que c'est un défi, mais c'est un défi raisonnable, puis c'est pas trop facile, pas trop difficile. La façon que les tâches sont choisies, ben, c'est certain que les premières tâches qui sont placées dans leur cartable, c'est selon mon instinct professionnel. Fait que c'est selon ce que je connais depuis le début de l'année, parce qu'on est après Noël, on commence seulement les tâches parallèles après Noël. On attend qu'il y ait assez de concepts de maîtriser, d'appris, puis là, ça commence parce que c'est tout mélangé dans leur cartable. C'est pas nécessairement la mesure ensemble, le nombre ensemble. Ils savent jamais, c'est une surprise à chaque nouvelle résolution de problème. Il faut vraiment qu'ils aillent chercher leur stratégie avec les connaissances qu'ils ont appris. Ça fait, admettons qu'un élève commence avec la tâche B. Il se fait corriger, il réalise, hey, moi c'est vraiment un défi, j'ai des rouges, j'ai des rouges, j'ai des rouges. Oups, ok, on va changer de niveau. Ça veut dire que c'est trop complexe tout de suite. Fait qu'on va t'apporter au niveau C, puis ça se peut qu'après 2-3 résolutions de problème niveau C, que oups, c'est trop facile. Fait qu'ils peuvent changer au courant de l'année dans le niveau de tâches parallèles qu'ils ont. Là. Ils peuvent passer du A à B ou du B à A ou du B à C, selon ce qu'on voit là, après qu'ils sont corrigés selon leur profil. Parce que l'élève a son profil. À la première page du cartable, il y a ses couleurs, il place ses couleurs. Puis moi aussi, j'ai le profil. J'ai une feuille où est-ce que chacun des élèves, j'ai identifié la tâche qui est en train de travailler dessus, le niveau de complexité. Puis je peux voir là, son évolution au fur et à mesure que ces tâches sont corrigées. Suite au pendant des tâches parallèles, suite aux petites vidéos, petits clichés que vous avez pu voir par rapport aux élèves qui sont en tâches parallèles, j'aimerais parler de qu'est-ce que ça a changé, ces tâches parallèles-là, dans ma pratique, puis aussi au niveau des élèves. Ben, quelques années passées, quand on faisait la résolution de problèmes, premièrement, les élèves, j'avais pas un bon pressentiment, parce qu'aussitôt que je disais qu'on faisait de la résolution de problèmes, je sentais qu'il y avait beaucoup de négatifs. C'était comme... Je voyais des yeux, je voyais des soupirs, c'était vraiment pas positif. Puis c'était pas positif parce que il y avait toujours les mêmes élèves, les 3-4 mêmes, qui finissaient toujours avant, puis qu'eux autres, pendant le reste du temps qu'on expliquait, puis qu'on essayait de comprendre, mais eux autres, ils avaient déjà compris. Puis j'avais les élèves moyens qu'eux autres, ben, ils étaient comme un peu découragés parce qu'ils réussissaient, mais en même temps, des fois, ils réussissaient pas. Puis il y avait des élèves en difficulté, eux autres, qui étaient comme perdus, qui comprenaient rien, puis que c'était vraiment difficile pour eux autres, puis qui se sentaient mal parce qu'ils comprenaient pas, puis ils n'osaient pas poser de questions. Les tâches parallèles, ben, premièrement, j'ai plus cette attitude-là. Quand je dis aux élèves qu'on travaille les résolutions de problèmes, ben, c'est comme du positif. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ça, je pense pas qu'ils aiment ça à 100%, hein, mais je sens plus ce négatif-là. Parce qu'ils sentent qu'ils peuvent réussir, puis qu'ils ont l'aide qu'ils ont besoin de faire, puis qu'ils avancent à leur rythme là-dedans, puis ils peuvent changer. S'ils trouvent ça trop difficile, ils peuvent changer de tâche. S'ils trouvent ça trop facile, ils peuvent encore changer. Puis ils ont les ressources, puis ils peuvent s'aider entre eux autres, parce qu'ils sont toujours avec des amis. Souvent, il y a une personne ressource, soit une enseignante ressource ou l'assistante en éducation avec eux autres ou moi-même. Ça fait qu'ils ont l'aide qu'ils ont besoin. Ça fait que ça a été comme un positif. Puis, avec leur profil, ils voient aussi qu'ils cheminent. Tu sais, ils n'ont pas... ils voient la progression au fur et à mesure, ça fait que c'est motivant. C'est motivant pour eux autres. Ouais. Fait que je vois vraiment beaucoup de positifs par rapport aux tâches parallèles. J'aimerais préciser que je ne suis pas la seule dans le projet des tâches parallèles. On a travaillé fort ensemble. Madame Nathalie Babin de l'école Apollo, puis M. Ricky Savoie de l'école PRP l'année passée. On a vraiment fait beaucoup d'efforts ensemble pour les tâches parallèles.